Au Congo-Brazzaville, les électeurs sont attendus aux urnes le 21 mars pour l'élection présidentielle. Le chef de l'État congolais Denis Sassou Nguesso a convoqué le corps électoral à cette date. Les Ougandais ont voté jeudi dans un calme apparent pour départager le député chanteur Bobi Wine et le président sortant Yoweri Museveni qui brigue après 35 ans de pouvoir un 6e mandat. Nul n'est au-dessus de la loi, c'est le message que veulent faire passer les démocrates à travers la mise en accusation du président américain Donald Trump. Le vote de la Chambre des représentants est passé comme une lettre à la poste. C'est là les grands titres à développer au cours de cette édition. Bonjour à chacun, bonjour à tous et bienvenue au Congo-Brazzaville. Les électeurs sont attendus aux urnes le 21 mars pour l'élection présidentielle. Le chef de l'État congolais Denis Sassou Nguesso a convoqué le corps électoral à cette date. Le décret signé à cet effet a été lu à la télévision nationale. Les détails. Le corps électoral est convoqué aux urnes le 21 mars sur l'ensemble du territoire national, a annoncé un journaliste de la télévision publique qui lisait le décret du président Sassou Nguesso. Ce décret précise que les forces de défense et de sécurité voteront le 17 mars, permettant à l'armée et à la police de se consacrer à la sécurisation du vote de la population le jour où celle-ci votera, selon les autorités. C'est la première fois que les électeurs se rendront aux urnes en 2 étapes depuis la première élection présidentielle en 1992. Dans la perspective de la présidentielle, une opération spéciale de révision des listes électorales se déroule timidement depuis le 7 janvier sur l'ensemble du pays. Elle est boudée par l'opposition qui souhaitait que le corps électoral soit plutôt tiré du recensement général de la population et de l'habitat qui a démarré en 2020. La date de la clôture n'est pas encore connue. Le président Denis Sassou Nguesso, âgé de 77 ans, dont 36 au pouvoir, vient d'être investi candidat par le Parti congolais du travail et 17 formations de la majorité présidentielle. Il ne s'est toujours pas prononcé lui-même. Il aura, entre autres challengers, Mathias Dzan, 73 ans, son ancien ministre des Finances, ou encore Guy Brice Parfait Kolela, âgé de 60 ans, qui s'est classé au 2e rang de la présidentielle très contestée de 2016 que Denis Sassou Nguesso avait remportée. Les Ougandais ont voté ce jeudi dans un calme apparent pour départager le député chanteur Bobi Wine et le président sortant Yoweri Museveni qui brigue après 35 ans de pouvoir un 6e mandat au terme d'une campagne électorale particulièrement violente. Ce scrutin sous haute surveillance s'est déroulé sans accès ou presque à Internet, largement perturbé par plus qu'aux réseaux sociaux et services de messagerie officiellement suspendus depuis mardi. Le président sortant Yoweri Museveni a déclaré qu'il accepterait bien sûr les résultats si aucune erreur n'a été commise. Et toujours donc dans cette élection présidentielle ougandaise, le principal adversaire du président sortant Yoweri Museveni est le chanteur populaire Bobi Wine. Le candidat âgé de 38 ans porte de nombreux griefs contre l'organisation du scrutin. Reportage. Depuis mercredi soir, l'accès à Internet est largement perturbé en Ouganda. Les autorités ont officiellement suspendu réseaux sociaux et services de messagerie au terme d'une campagne particulièrement violente, émaillée d'arrestations et d'émeutes et endeuillée par plusieurs dizaines de morts. Le scrutin oppose principalement le président sortant Yoweri Museveni et le chanteur populaire Bobi Wine. Il a affirmé que plusieurs observateurs électoraux de son parti ont été arrêtés. Selon lui, ces équipes ont fui dans 22 districts car elles étaient encerclées et pourchassées comme des criminels par la police et par l'armée. Le duel fait figure de choc des générations dans un Ouganda où 3/4 des 44 millions d'habitants ont moins de 30 ans. D'un côté, Yoweri Museveni, 76 ans au pouvoir depuis 1986, semble largement favori. En face, Bobi Wine, 38 ans, a capitalisé sur sa popularité auprès des jeunes urbains et s'est imposé comme son principal rival au sein d'une opposition divisée qui présente 10 candidats contre le mouvement de résistance nationale NRM, l'hégémonique parti au pouvoir. Des craintes ont émergé quant à l'équité et la transparence du scrutin au cours de cette campagne, plus violente que les précédentes, où des journalistes, des critiques du régime et des observateurs américains notamment ont été empêchés de travailler. Les résultats de l'élection seront connus dans les 48 heures.
4 casques bleus ivoiriens de la mission de l'ONU au Mali, MINUSMA, ont été tués mercredi dans une attaque contre leur convoi, ont annoncé le gouvernement et l'armée ivoirienne, confirmant les informations données plus tôt par des sources onusiennes et maliennes. Un détachement de casques bleus ivoiriens de la MINUSMA a été l'objet d'une attaque de groupes armés terroristes à 95 km environ au sud de Tombouctou. Leur véhicule blindé a explosé et le bilan fait pour leur état de 4 casques bleus ivoiriens tués et de plusieurs autres blessés selon le chef d'état-major général ivoirien, Lassina. Des renforts aériens constitués d'hélicoptères d'attaque et d'aéronefs médicalisés ont été immédiatement déployés sur le terrain pour attiser la zone et évacuer les blessés, précise-t-il. Le Premier ministre et ministre de la Défense ivoirien Ahmed Bakayoko s'incline devant la mémoire de ces soldats tombés au champ d'honneur et réaffirme la détermination du gouvernement ivoirien à œuvrer dans le cadre de la MINUSMA à la restauration de la paix et de la stabilité au Mali, a déclaré Ahmed Bakayoko dans un communiqué séparé, confirmant le bilan de 4 morts. L'attaque est survenue au nord de Bambara Maoudé, sur l'as entre Douanza dans le centre et Tombouctou dans le nord-ouest, dans une région qui est l'un des foyers de la violence poliforme qui ensanglante le Sahel. Théâtre de plusieurs massacres ces derniers mois, la région de Bénichangoul-Goumouz en Éthiopie a subi une nouvelle attaque ce mardi qui a fait au moins 80 morts. Cette nouvelle attaque pourrait accroître les tensions déjà vives dans ce pays d'Afrique de l'Est. La Commission éthiopienne des droits de l'homme, un organisme indépendant rattaché au Parlement éthiopien, a alerté qu'une nouvelle attaque a fait près de 80 morts dans la province de Bénichangoul-Goumouz, à l'ouest du pays. L'incident a eu lieu à l'aube, dans la localité de Daleti, vers Metekele. Les victimes ont entre 2 et 45 ans. Nous essayons encore de comprendre l'identité des assaillants et la nature de cette attaque, se désole Aaron Macho, porte-parole de la Commission éthiopienne des droits de l'homme. Depuis près de 6 mois, la région de Metekele est secouée par des flambées de violence. Si certains dirigeants locaux parlent de violence ethnique, le Premier ministre peine à expliquer les motivations derrière ces attaques. Il n'arrive pas à sécuriser la zone malgré sa visite dans la région en décembre et l'installation sur place d'un poste de commandement fédéral. Il n'existe aucun lien connu entre ces violences et le conflit actuellement en cours au Tigré, une région septentrionale de l'Éthiopie, où les troupes gouvernementales ont été envoyées en novembre pour déloger les autorités locales dissidentes. Cette nouvelle tuerie devrait accentuer la pression sur le Premier ministre Abiy Ahmed, Nobel de paix 2019, pour intervenir de manière plus importante au Bénichangoul-Goumouz, région située le long de la frontière avec le Soudan et le Soudan du Sud, et où doit être construite la plus grande installation hydroélectrique d'Afrique sur le Nil bleu. Le ministre de la Santé a présenté mercredi 13 janvier en Conseil des ministres une stratégie vaccinale au président Macky Sall. Là, nous sommes au Sénégal, dans le cadre de la lutte contre le Covid-19. Le pays fait partie de l'initiative commune COVAX, le mécanisme chapeauté par l'Organisation mondiale de la santé pour un achat groupé de vaccins. Mais en parallèle, les autorités sont en discussion avec la Chine pour l'acquisition de doses de vaccins. Les vaccins, dont au moins 50 millions seront disponibles entre avril et juin, seront fournis par les laboratoires Pfizer-BioNTech, AstraZeneca, dont la production est en Inde, et Johnson & Johnson. Des accords pour aider les pays africains à financer l'achat de ces vaccins ont été conclus avec la Banque panafricaine, Africa Export Bank et la Banque mondiale. L'initiative lancée par l'Union africaine est distincte du dispositif COVAX de l'Organisation mondiale de la santé et de partenaires privés pour un accès équitable aux vaccins. L'objectif de l'OMS est de fournir des doses pour jusqu'à 20% de la population des pays participants avant la fin de l'année, le financement de ces vaccins étant assuré pour les 92 pays les plus pauvres ou un peu plus riches du monde. Par ailleurs, l'objectif d'immuniser 20% de la population n'est pas suffisant pour freiner le virus, ajoute le test. La semaine dernière, l'OMS a annoncé que ces derniers recevraient les premières doses entre fin janvier et mi-février. L'Afrique a été officiellement relativement épargnée jusqu'ici par la pandémie.
Le continent enregistre un peu plus de 3 millions de cas et plus de 74 000 décès selon les données officielles, contre 16 millions de cas et plus de 500 000 décès pour l'Amérique du Sud et les Caraïbes par exemple. Mais plusieurs pays sur le continent font face à une virulente deuxième vague de l'épidémie, à l'image de l'Afrique du Sud, pays de loin le plus touché avec plus d'1,2 million de cas et 35 000 morts. Les scientifiques du Centre africain de contrôle et de prévention des maladies ont indiqué qu'il faut atteindre au moins 60% de la population pour ralentir significativement la propagation de la maladie. Nul n'est au-dessus de la loi, c'est le message que veulent faire passer les démocrates à travers la mise en accusation du président américain Donald Trump. Le vote de la Chambre des représentants est passé comme une lettre à la poste ce mercredi. La Chambre des représentants, dominée par les démocrates, s'est prononcée mercredi en faveur de cet impeachment historique par 232 voix contre 197. Le milliardaire républicain Donald Trump, âgé de 74 ans, qui cédera la place le 20 janvier à Joe Biden, 78 ans, est accusé d'avoir encouragé l'assaut donné le 6 janvier par ses partisans contre le Capitole, qui a fait 5 morts et ébranlé la démocratie américaine. Il doit partir. Il est un danger évident et immédiat contre la nation que nous aimons tous, avait déclaré peu avant Nancy Pelosi, la présidente démocrate de la Chambre, l'accusant d'avoir incité à cette insurrection, cette rébellion armée. Dans une vidéo diffusée par la Maison-Blanche, Donald Trump a appelé depuis le bureau ovale les Américains à l'unité, sans mentionner son second infamant renvoi en procès. Et s'il ne reconnaît toujours pas la moindre responsabilité dans les violences de la semaine dernière, il a assuré que leurs auteurs ne pouvaient pas être ses véritables partisans. À quelques jours de son départ en Floride, où il devrait entamer sa nouvelle vie d'ex-président, Donald Trump apparaît très isolé. Contrairement à l'acte d'impeachment dans l'affaire ukrainienne, il y a plus d'1 an, adopté par les seuls démocrates, 10 députés républicains ont voté cette fois-ci en faveur du renvoi en procès. Ce vote marque l'ouverture formelle de la procédure de destitution contre Donald Trump et il appartient désormais au Sénat de le juger. Ce sera donc tout pour cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Bonne journée en compagnie de mon programme. À très bientôt. Voici enfin le vrai visage des informations d'un continent africain qui bouge. L'Afrique, continent de l'avenir. Les grands investisseurs vous diront qu'investir en Afrique, c'est investir pour un avenir radieux.